impliquant les éléments de la police judiciaire et de la gendarmerie nationale. Une journée difficile, des témoignages à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé vous seront proposés, mais également le film de cette journée triste aussi à Zoissel, le village natal du prélat. Dans cette édition également des questions autour de la responsabilité parentale en cette journée consacrée aux parents. Les parents tiennent-ils encore les rênes de la gestion des familles face aux courants nouveaux, aux habitudes nouvelles de la jeunesse, la consommation des drogues, les jeux d'hiver, Internet et autres? La responsabilité parentale est désormais questionnée. Le journal, c'est aussi la sortie des États-Unis d'Amérique et de Donald Trump des accords de Paris sur le changement climatique, condamnation à travers le monde. Mais l'Afrique s'interroge face à cette position du plus gros pollueur, on va le dire. Que risque le continent africain? Quelles sont les attentes du continent africain? Une lecture vous sera proposée dans cette édition du 21. Mesdames, messieurs, voilà pour la vitrine du journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. C'est un Cameroun tout entier qui porte le deuil avec la confirmation de la mort de Monseigneur Bala, l'évêque de Bafia, dont le corps a été découvert dans les eaux de la Sanaga, dans une localité qui s'appelle Tchang, à quelques kilomètres du pont sur la Sanaga et Bebda. Des journées de recherche, d'inquiétude, de questionnement. Finalement, cette découverte que personne n'espérait finalement. Le corps sous forte escorte a été déposé à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé en présence des représentants de la grande famille catholique, mais également des autorités administratives. Le film de cette journée avec Maxino Tchabat. Nous assistons comme ça à l'arrivée du corps. Le mystère se dissipe et les espoirs se brisent. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala était bel et bien dans l'eau, comme indiqué dans sa dernière lettre d'adieu. Voici son corps retrouvé 3 jours après sa disparition par les éléments de l'armée marine camerounaise. Le corps a été repéré par un pêcheur à 19 km du pont au lieu dit Tchang, coincé entre les pierres et la mangrove aux environs de 8 heures du matin. La hiérarchie religieuse, conduite par le nonce apostolique Piero Piopo et la présence de nombreuses autorités camerounaises qui attendaient en dessous du pont de Bebda, vont confirmer l'identification de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Une séquence qui va s'achever par une petite prière. Le corps sans vie de Monseigneur Bala va prendre la direction de Yaoundé sur une vitesse de croisière. Après de 13h30, l'ambulance ayant à son bord le corps de Monseigneur Bala entre par le portail de la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. La descente du corps s'effectue sous le regard très attentif du secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, mais très loin de nos caméras. Tout autour, des émotions sont intenables. À l'intérieur, la mobilisation pour le traitement du corps de Monseigneur Bala se fait ressentir. Si les réponses sur les motifs de la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala restent jusqu'ici inconnues, il n'en demeure pas moins qu'on sache ce qui va maintenant se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire l'autopsie. Après l'autopsie, donc, on remet le corps à l'église, à qui il appartient à l'église catholique, donc on va c'est eux maintenant de faire le programme. Pour nous, on a fait donc déjà notre travail qui va s'arrêter au niveau de l'autopsie. L'affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui était au début une affaire difficile à avaler, est désormais une chose très difficile à digérer. Adieu, Monseigneur. Plus difficile encore dans son village natal à Zoissel, dans la Mefou à Konom. C'est une nouvelle qu'on n'attendait pas, qu'on n'espérait pas, qu'on ne souhaitait pas. Elle est finalement arrivée, froide, troublante, frappante, bien difficile pour ces populations qui attendaient, qui espéraient beaucoup pour leur fils, surtout en cette période, le village déjà frappé par la disparition d'une des leurs. Et Monseigneur Bala était justement chargé de l'organisation des obsèques de celle-là. Sur place, au-delà des larmes, les langues se délient également. Et les premiers éléments concernant des suspicions autour de cette disparition sont enregistrés à Zoissel. On pense là-bas à une mort criminelle. Nathan Amougou revient de Zoissel. C'est un coup dur pour le village Zoissel qui vit en ce moment une double tragédie. Ce trou de 2 mètres
est le témoin de la douleur qui transperce la famille de l'évêque Monseigneur Bala, dont le corps a été retrouvé ce matin. D'abord le décès de sa nièce survenu le 19 mai dernier et dont le corps reste exposé jusqu'en ce moment. Ensuite, la disparition de Monseigneur Bala et la découverte de son corps laisse sa famille sans voix. Toute la paroisse est émissionnée. Nous sommes en guerre. Il y aura une veillée avec corps. Ma fille qui est morte là, que je vous ai montré ici, c'est sa veillée. C'est son deuil qu'on a préparé. Celle de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est arrivée brusquement. Qu'on vient de dire par Dieu ici que le corps est retenu. Je ne sais pas. Ah bah finalement, après la mort de ma fille ici, il m'a dit qu'il devait venir enterrer sa soeur. Donc moi je l'attendais alors aujourd'hui. Et puis seulement avant-hier, on me dit le dame que Monseigneur est perdu. Jusqu'à là je n'ai pas dit, est-ce que je l'ai vu encore? Comment un décès qui est loin d'avoir livré ses derniers secrets. Je suis tellement surpris par cette noyade, puisque j'ai causé avec l'évêque la veille. Il m'a dit qu'il devait assister à ses funérailles et qu'il était très fatigué puisqu'il était malade depuis une semaine. On a causé à 16h30. Il m'a rappelé à 21h pour lui donner le compte rendu de la réunion familiale. On a causé et subitement, à ma grande surprise, à 11h, je reçois un coup de fil d'un numéro inconnu qui m'appelle par mon nom et qui m'annonce le décès de Monseigneur. Certains membres de sa famille voient en cette mort l'intervention d'une main criminelle. Qu'on doit vraiment arrêter. À mon avis, c'est le gardien. Le gardien doit donner des explications claires. Puisque quand j'ai causé avec le gardien, il m'a donné 3 raisons. Première raison, il n'était pas là. Deuxième raison, il a entendu la voiture sortir. Troisième raison, il a vu l'évêque lui-même au volant. C'est le gardien qui vous a... C'est le gardien qui m'a donné ces raisons. Alors là, je me demande pourquoi il n'est pas encore aux arrêts. Rendu à la chapelle d'Auvin, pour vivre l'ambiance de ce côté, c'est la prière aux défunts qui est au centre des préoccupations. Fils, Esprit qui est égal au Père et au Fils, viens dans nos cœurs. Promesse de Dieu le Père, viens dans nos cœurs. Le curé principal de la dite chapelle, en attendant le communiqué officiel du conseil épiscopal, est resté bouche cousue. Rappelons que c'est Monseigneur Bala qui devait accompagner spirituellement sa nièce décédée il y a quelques jours. Mais le destin en a décidé autrement. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires ici à Yaoundé, les habitudes de mi-journée ont pratiquement été bousculées avec la confirmation de ce décès de Monseigneur Bala. Les prières encore un peu plus intensifiées, même si on notera dans l'attitude des uns des autres pratiquement l'incompréhensible et l'incompréhension. Marianne Bibanga. C'est d'abord le calme qui nous accueille ici à la cathédrale de Yaoundé. Un calme qui traduit la tristesse, un calme qui traduit le deuil. Les prêtres ne veulent ni être filmés, ni être pris en interview. Seule personne habilitée à parler ici, le recteur. Et ce dernier serait sorti, question de digérer certainement la douleur, car nous l'apprendons, Monseigneur Jean-Marie Bala était son parrain, son père spirituel. Et c'est après quelques minutes de négociation que le père Gabriel Ndougou décide enfin de se confier à nous. Très touché. J'ai perdu 2 grands professeurs, un professeur de latin et un professeur de français. Je suis touché. Donc, c'est la vie. Nous sommes des missionnaires et nous sommes appelés à mourir. Il est 12h passé de 45 minutes lorsque les fidèles chrétiens venus assister à la messe du 12h sortent de la cathédrale. Bon nombre sont surpris par la nouvelle, celle qui confirme la mort de l'évêque de Bafia. Bon, je ne savais pas que le décès était déjà confirmé. Et c'est avec émotion que ces fidèles chrétiens engagés répondent à nos questions. Les mots nous manquent parce que nous ne savons pas comment exprimer le degré de douleur que nous ressentons. C'est très difficile à dire quelque chose parce que déjà, ce décès nous traumatise, mais on garde la foi. Pour ces chrétiens, au-delà de la douleur, ils restent convaincus qu'un évêque ne peut se suicider. Le chrétien ne croit pas à un suicide d'un évêque. C'est quelque chose d'impossible, d'inadmissible, d'inimaginable. Cet évêque ne s'est pas suicidé. Donc... Bien que le départ de Monseigneur Bala soit une grande épreuve pour l'Église catholique du Cameroun, la foi quant à elle reste plus grande. Le chrétien doit chercher son alliance avec l'Éternel.
Ce n'est pas l'Église que nous recherchons, c'est l'alliance que nous recherchons avec l'Éternel. La mort d'un homme de Dieu, quelles que soient les circonstances, reste un appel de Dieu ainsi que sa volonté, car c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Une réunion du Conseil épiscopal national, la conférence épiscopale nationale est annoncée. On aura un peu plus de précision dans les prochaines minutes ou les prochaines heures. Cette conférence aboutira certainement à la publication d'un communiqué qui situera la vision, la pensée de la conférence épiscopale nationale. D'ailleurs, dans les images qu'on a présentées tout à l'heure, le président de cette conférence, Monseigneur Cléda, était bel et bien à Ebebda et même du côté de l'hôpital général de Yaoundé. Les évêques sont aussi frappés par cette disparition. C'est le cas, par exemple, de Monseigneur Christophe Zoua, qui est évêque de Sambilima, qu'on a rencontré et qui nous livre également ici ses impressions, mais davantage son émotion. La réaction, elle est indescriptible. Je voudrais dire qu'au-delà des aspects physiques qui sont bien sûr marqués par la consternation, il y a ce questionnement qui continue à nous préoccuper sur la causalité de cette mort qui désormais devient constatable avec le corps qui est trouvé, la présence du corps trouvé. Et on se demande toujours, et c'est la problématique autour d'une mort comme celle-là, faut-il penser à un suicide? Pourquoi? Et si c'est autre chose? Faut-il penser à un suicide et pourquoi? Dans la question justement de Monseigneur Zoua, le débat qui est ouvert au Cameroun sur les causes exactes de ce décès dans la grande famille catholique, on est opposé à la thèse de suicide. Je vous propose par exemple le texte de l'abbé Dr Alain Parfait et Niégué sur les réseaux sociaux. Il dit ceci: aujourd'hui je viens parler de l'expression « je suis dans l'eau ». Être ou tomber dans l'eau était une expression utilisée au XVIIIe siècle et cette expression renvoyait à tomber dans le lac. Au XIIe siècle, le lac, laqueur ou lacos, un trou, un étang, une fosse désignait premièrement une étendue d'eau entourée par la terre. Deuxièmement et plus tard, ce mot dérivé de lacet désignait un cordon délié, un nœud coulant, une corde servant à assujettir les animaux ou alors un piège, un embarras où il n'y a pas d'autres issues. Tomber dans l'eau signifierait donc de manière littérale et non littérale être pris dans un piège où on n'a pas d'issue. Monseigneur a donné toute sa vie pour la cause christique. Christ parlait en parabole, seuls les initiés pouvaient déchiffrer le véritable sens de ces phrases. En laissant le mot « je suis dans l'eau », tu as tout dit. Nous savons comment cela s'est déroulé. Tu as toujours parlé en énigme. Avec cette phrase, tu nous as tout dit. Nous comprenons aujourd'hui, tu t'es retrouvé dans un piège. C'est signé l'abbé Dr Alain Parfait et Niégué. Et concernant justement les enquêtes qui doivent s'ouvrir, ce communiqué signé le procureur général près la cour d'appel du centre, Jean-Fils Ntamak, le procureur général près la cour d'appel du centre, a l'honneur de porter à la connaissance du public que le corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque du diocèse de Bafia, disparu dans la nuit du 30 mai 2017, a été retrouvé ce vendredi 2 juin 2017 dans le fleuve Sanaga au lieu dit Chang par Monatélé. L'enquête judiciaire ouverte à cet effet pour mort suspecte diligentée conjointement par la direction de la police judiciaire et le service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité des procureurs de la République près les tribunaux de Bafia et de Monatélé et sous la supervision du procureur général près la cour d'appel du centre. Le communiqué parle bien de mort suspecte. Depuis la découverte du corps, de plus en plus, les Camerounais ne croient plus à la piste de suicide. Beaucoup d'éléments, beaucoup d'indicateurs, mais également beaucoup de témoignages vont dans ce sens. Et la question est là, est-on parti du suicide à un assassinat ou à un meurtre? C'est la réflexion de cette édition du 20h. L'expression utilisée par le procureur général près la cour d'appel du centre, à savoir « mort suspecte », est celle qui semble satisfaire aujourd'hui les Camerounais.
Bien que celle-ci n'écarte pas tout de go la piste de suicide, il faut dire qu'au fil des heures, et encore plus avec la découverte du corps, une large majorité s'est éloignée de cette possibilité. Tous les catholiques convaincus et davantage, prêtres, évêques, anciens de théologie, de philosophie, sociologie et psychologie sont unanimes. La qualité de la formation des prêtres, l'élévation de leur esprit, les missions à eux dévolues ne pourraient autoriser un suicide. Tous les témoignages de ses collègues et proches soulignent que Monseigneur Bala n'était pas du genre à poser un tel acte. À côté de cela, plusieurs éléments amènent à cultiver le doute. A-t-on besoin de faire 60 km pour se suicider alors qu'on est seul dans ses appartements? A-t-on besoin de se jeter à l'eau alors qu'on peut utiliser d'autres méthodes? Monseigneur avait d'ailleurs l'autorisation de port d'armes. A-t-on besoin de bien ranger carte nationale d'identité ou permis de conduire avant de se jeter à l'eau? A-t-on du temps et le cœur à cela? Où sont passés téléphone portable et carte de crédit dont il ne se séparait jamais, selon de nombreux témoins? Et ce mot « je suis dans l'eau » d'une banalité et d'une pauvreté qui frise la blague. La position également du véhicule. 1001 questions qui rejoignent celles liées à l'état même du corps lors de sa découverte. Autant d'heures passées dans les eaux, le corps n'affiche pas de ballonnement. Impossible dans les cas de noyade, disent tous les spécialistes. Et du coup s'élargit la piste de l'assassinat, déjà développée par plusieurs médias. Avec prudence peut-être, le préfet du Bamei Noubou, se confiant à Cameroun Tribune, estimait déjà qu'aucune piste n'était à écarter. Ce propos était justement une piste. L'enquête judiciaire, ouverte et diligentée conjointement par la direction de la police judiciaire, le service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale, est placé sous l'autorité des procureurs de la République près les tribunaux de Bafia et de Monatélé et sous la supervision du procureur général près la cour d'appel du centre. Cette enquête judiciaire a du pain sur la planche. Et nous allons rester au conditionnel de plus en plus sur les réseaux sociaux et venant des groupes de médias suffisamment crédibles. Les premiers éléments sont connus. On indique justement que l'eau n'a pas été retrouvée dans les poumons de Monseigneur Bala. Une piste supplémentaire. Nous y reviendrons. Pour parler maintenant de défense et de sécurité avec l'implication des civils, Jean-Baptiste Bokam, qu'on a vu tout à l'heure à la morgue, était à Hawaï, à l'EI-Force, pour présider justement la remise des parchemins à quelques stagiaires qui ont pris part à cette formation qui implique les civils dans la protection des personnes et des biens. Plusieurs, pendant 5 jours, ont pris part à cette formation qui se justifie. Dans ce contexte, l'État et l'armée camerounaise parlent de plus en plus d'un système de défense populaire. Comment comprendre cette session de formation qui implique les civils? Marceline Toussier. Dans un contexte marqué par l'insécurité ambiante, la lutte contre Boko Haram, ils sont les principales victimes des conflits armés et sont définis comme ceux-là qui ne participent pas aux hostilités. Les civils, pour ne pas les citer, sont la proie de plusieurs. La sortie de la cuvée des 46 séminaristes en fin de formation sur la protection des civils aux opérations de soutien de la paix au campus de l'EI-Force d'Hawaï cet après-midi est une réponse à cet état de choses. Un succès pour l'État du Cameroun. Vous dire que cette formation vient à point nommé. Vous savez que ce matin encore, nous avons eu à l'extrême nord une attaque kamikaze de Boko Haram qui a fait 11 victimes. En dehors des 2 kamikazes, les 9 autres ou un peu plus ne sont que des civils. Cela vient encore nous rappeler que nous devons prendre des mesures importantes pour protéger les civils qui sont de plus en plus victimes. Une initiative soutenue par la coopération japonaise et le programme des Nations Unies au développement. Des civils qui pour la plupart sont venus des différents ministères mêlés aux forces de sécurité. Ils ont pendant 5 jours reçu des enseignements intenses sur le plan théorique et pratique. En l'occurrence, le rôle des civils dans le cadre du maintien de la paix. Comment comprendre au mieux les défis et les dilemmes auxquels sont confrontés les décideurs sur le terrain. Sur un terrain hostile,
comment assurer sa protection. Aguerris, comment est-ce que nous pouvons nous comporter dans un camp de réfugiés ou dans un camp de déplacés. Nous, à l'administration territoriale, ça a été très bénéfique pour moi. La vulgarisation des actions menées par l'ONU dans le cadre du maintien de la paix par l'EIFORCE est une initiative qui entre dans la dynamique du chef de l'État Paul Biya de faire de l'EIFORCE un cadre idoine en matière de force sécuritaire en Afrique centrale. Cette journée est consacrée aux parents avec une réflexion ce soir. La responsabilité parentale est-elle en danger? Elle est mise à l'épreuve face aux courants nouveaux, les attitudes nouvelles, notamment des jeunes, consommation de drogue même en milieu scolaire, publications diverses, des photos et tenues indécentes, beaucoup d'autres pratiques aujourd'hui qui semblent caractériser le quotidien des jeunes. Face à cette responsabilité, que peuvent les parents? Tiennent-ils encore les rênes de la gestion de leurs différentes familles? Une réflexion de Maria Liki. La consommation de la drogue en milieu scolaire et l'affluence des adolescents dans les débits de boissons démontrent à suffisance que la plupart des parents n'assument pas leur rôle dans l'éducation des enfants. Je me souviens quand j'étais tout petit, on se levait à 5 h du matin pour travailler. Et le samedi, on allait dans les plantations. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Avec les contraintes de la modernité, les parents sont de plus en plus occupés à travailler, confiant l'encadrement de leurs enfants aux domestiques, aux médias et aux réseaux sociaux. Il faut peut-être préciser qu'un parent qui abandonne l'éducation de son enfant est un parent qui mérite d'être pendu. Parce que la première des choses qu'il faut mettre en tête, c'est qu'un enfant qu'on éduque, c'est un investissement à long terme. L'éducation ne s'arrête pas seulement à payer la scolarité, à s'assurer qu'ils ont mangé. Non, il y a d'autres aspects qu'il faut prendre en compte dans l'éducation d'un enfant. C'est bien de travailler, mais il faut toujours trouver un moment où on s'intéresse à la vie des enfants, à ce qu'ils font. L'enfant qui se sent abandonné par le parent, qui prétend travailler à longueur de journée, que voulez-vous que cet enfant-là fasse? Non seulement il se concentre sur ses tablettes et autres téléphones, mais en même temps, il n'a même pas de rapport développé, de rapport sentimental. Certes, le volet éducatif des technologies de l'information et de la communication éveille l'intelligence des enfants, mais le contrôle parental reste indispensable pour en éviter les dérives. Nos parents avant nous ont éduqués sans les réseaux sociaux. Nous aujourd'hui on est amenés à éduquer nos enfants avec cette réalité-là. Le moment est venu pour les parents, surtout nous les Africains, de prendre le bon côté des réseaux sociaux parce qu'il y a un bon côté. Vous savez qu'il y a tout genre de monstres sur Internet. Les enfants peuvent contacter des gens, des criminels, des violeurs. On en voit chaque jour. C'est ce genre de dérive qu'il faut éviter à nos enfants. Étant donné que l'utilisation des TIC est incontournable de nos jours, une mise à jour de la responsabilité parentale s'impose dans l'encadrement de la jeunesse. Dans la jeunesse, justement, on va parler du vaccin social. Demain, dans la localité d'Angossas, le Centre international de référence Chantal Biya va procéder justement au lancement de cette campagne contre le VIH-Sida en milieu scolaire et en milieu social, ce qui se fait appeler le vaccin social. Ce sera couplé à l'inauguration de centres de vidéoconférence de cette localité, mais également l'installation des membres du comité de gestion de ce centre de vidéoconférence. Ce sera à 11 h demain dans la localité d'Angossas. Air de fête dans cette édition du 20h avec cette cérémonie de remise de médailles et d'encouragement au personnel de la Société de développement du cacao. L'assaut des CAO, c'était aujourd'hui ici à Yaoundé sous la présidence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Des médailles en argent, en vermeil et en or ont été remises. C'est un exemple de management de ce côté-là, Norbert Ebodé. Jamais la Société de développement du cacao n'a vécu pareille ambiance, ni connu une telle mobilisation depuis sa création le 2 février 1974. Ce 2 juin 2017 reste assurément un jour faste et inoubliable pour l'ensemble de son personnel, au premier rang desquels ces 289 heureux récipiendaires, eux, qui se sont vus épinglés sur leurs différentes poitrines, et pour la première fois dans l'histoire de cette entreprise, des médailles de travail en argent, en vermeil et en or. Des distinctions empreintes de signification pour ces hommes et femmes qui ne ménagent aucun effort pour assurer la production cacaoyère estimée actuellement à 269 tonnes par an. C'est une consécration qui nous interpelle davantage à multiplier nos efforts. Vous savez que la modernisation de l'économie cacaoyère
la densification de la production camerounaise est une priorité au niveau du gouvernement. Et la Sodecao est le bras séculier de l'État dans ce domaine. Pour le top management de cette entreprise, les lauréats ne doivent plus désormais dormir sur leur laurier. Leurs sacrifices et efforts récompensés ce 2 juin 2017 sont plutôt une invite à plus d'ardeur au travail. Il ne faut pas que leur laurier se fane. Et pour que le laurier ne se fane pas, il faut qu'il constitue l'exemple. L'exemple qui entraîne les autres vers un travail toujours bien fait, de mieux en mieux et toujours, pour faire que le redressement économique cacaoyère national s'affirme comme une réalité impondérable. Un message appelé à porter ses fruits, c'est d'autant plus que la Sodecao doit plus que jamais relever de nombreux défis visant à booster le décollage décisif de l'économie cacaoyère, leur aidant à l'action. Pour le personnel de la Sodecao, lequel vient de connaître de nombreux avancements et reclassements. 269 000 tonnes de production annuelle dont de cacao au Cameroun, pour être un peu plus précis avec ce chiffre. Restons dans le cadre du week-end et de l'ambiance avec Crotal qui présente à Douala. C'est un rappeur camerounais, son nouveau concept, Ndabot Family. À côté de Crotal, beaucoup d'autres artistes vont également se déployer, mais davantage cet exercice et ces chorégraphies, ces concours de danse, bien à découvrir et naturellement à apprécier quelques faits culturels de ce week-end avec Edmond Fouchi à Douala. Pour ce week-end, la rue Fauche d'Aqua est en effervescence. Une compétition de danse dédiée à tous les amateurs et professionnels a débuté ce vendredi. Les 6 équipes qui rivalisent d'adresse dévoilent leur talent en battle, break, rap. La finale de cette compétition est prévue ce samedi. Pour tous les jeunes qui sont passionnés de danse et qui aimeraient se faire découvrir. Parce que en sillonnant les quartiers la dernière fois que j'étais au Cameroun, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient du talent et qui se produisaient, d'aucuns pour continuer les études, d'aucuns pour des projets et qui manquaient forcément des fois des financements. Alors sur ce projet, pour l'instant, je viens toute seule, mais j'espère que bientôt il y aura des grands de la place qui pourront m'aider à soutenir ces jeunes-là. Les mélomanes ont de quoi s'émerveiller. L'artiste rappeur et producteur Crotal se produit en spectacle ce jour à Douala. Sur la même scène, tous les artistes du label Ndabot Family. Un autre showcase est prévu pour dimanche prochain. En tant que producteur, donc j'ai pris tous les artistes que je produis, je les ai réunis sur un projet qui s'appelle Ndabot Family. Pour l'instant, sur le projet, ils sont 6. C'est-à-dire, nous avons Daris du groupe Accent Grave qui vient en France, il y a Jaël qui vient en Pologne, là ici sur place au Cameroun, il y a moi, il y a Pat le Reflet, il y a Mr Lego, il y a Abracadabra Tour de Magie. Dans les bacs, un nouvel album est désormais classé. C'est celui de l'artiste Mel Hervey. 6 titres pour émerveiller le grand public. Alors déjà c'est l'album La Voix. Tu veux ou tu ne veux pas est un extrait de l'album. Et alors tu veux ou tu ne veux pas, c'est une chanson en fait que j'ai voulu simple, festive. C'est vraiment, ça parle des indécis, des gens qui veulent un jour et qui veulent pas le lendemain. Les amoureux des musiques et danses traditionnelles se donnent rendez-vous dimanche à partir de 15h au Club Munjang de Yassa. Mais on danse moins avec des sujets liés à l'actualité internationale, notamment cette sortie de Donald Trump annonçant le retrait des États-Unis dans le cadre des accords de Paris sur le changement climatique. Levée de boucliers des ONG, l'Union européenne, beaucoup d'organisations condamnent cette position américaine, mais l'Afrique s'interroge, elle qui reçoit et encaisse le contre-coup justement de ce dérèglement climatique qui se retrouve pratiquement entre deux feux. Mathieu Wamba. Le président Donald Trump a rejeté hier dans une adresse à la presse l'accord de Paris sur le climat signé à la COP 21. Une décision qui a entraîné un lever de bouclier auprès des partenaires de l'accord et de son prédécesseur Barack Obama qui a réaffirmé la pertinence de ce texte et a parlé d'un rejet de l'avenir. Donald Trump vient par cette décision respecter une promesse de campagne faite au secteur du charbon aux États-Unis et qu'il avait promis de redynamiser.
La Chine, le plus grand pollueur de la planète, par un communiqué de presse, s'est désolidarisée de Washington, rejoignant la position de l'Europe qui pressentait déjà le pire. L'Afrique, qui subit de plein fouet les désagréments du réchauffement climatique, avait pourtant espéré une attitude écologiquement responsable des États-Unis, de la Chine et de l'Union européenne pour réduire la facture énergétique. L'avancée du désert a des conséquences graves au Sahel. Le lac Tchad, dont la superficie se réduit au fur et à mesure, la grande ceinture verte du centre de l'Afrique est menacée. Les écosystèmes en perturbation ont une incidence grave sur la biodiversité. La position de l'Afrique reste solidaire avec celle de l'Europe et des leaders de la planète. Le président Macron a donné la position de la France qui ne renégociera pas un nouvel accord. Et même Berlin a réaffirmé sa fermeté après l'appel d'Angela Merkel au G7, enjoignant l'Europe à prendre en main son destin. Cet accord sur le climat obtenu de longue lutte à Paris et rejeté par Donald Trump montre le désintérêt de Washington sur la coopération économique et sociale avec le continent africain. Rendre sa grandeur à l'Amérique trouve tout son sens dans ce énième acte controversé du président américain. Ce retrait n'entravera pas le progrès écologique dans le reste du monde parce que le secteur privé a déjà choisi un avenir à faible carbone, déclarait encore Barack Obama. Une once d'espoir pour l'Afrique qui vit entre désir d'industrialisation et respect des accords sur le climat. Il faut dire que cette décision de Donald Trump entre dans le cadre de ses promesses électorales. Beaucoup de Camerounais ont pu toucher le trophée de la Coupe des Confédérations qui sera mise en jeu à partir du 17 juin prochain en Russie. Comme de tradition, le pays fait le tour des pays qualifiés, le trophée fait le tour des pays qualifiés. Il était à Yaoundé aujourd'hui. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique en a profité pour organiser une manifestation autour de ce trophée qui est également convoité par le Camerounais Etienne Bala. 14 années après, les Lions indomptables du Cameroun repartent à la conquête de cette compétition qui rassemble les meilleures équipes des différents continents dans le monde. La Coupe des Confédérations. Troisième fois pour le Cameroun de se frotter à cette grosse compétition créée en 1992 sous l'appellation des championnats intercontinental. Comme de tradition, le trophée de cette compétition fait le tour des différents pays qualifiés dans les différents continents. Le Cameroun a été l'hôte ce 2 juin et dernier pays visité avec cette grosse cérémonie de présentation du dit trophée présenté par le ministre des Sports et de l'Éducation physique au stade militaire de Yaoundé. Une cérémonie qui a vu la présence des hautes personnalités camerounaises, celles du football camerounais et africain et surtout la présence des acteurs qui iront dans quelques semaines défendre les couleurs du pays à la conquête du titre. Et sur ce, le porte-parole du jour du groupe des Lions indomptables du Cameroun, Sébastien Siani, en a été rassurant. Notre ambition est de marcher sur les traces de nos élites aînés qui ont en leur honneur de disputer la finale de cette prestigieuse compétition en France en 2003. Le président de la Fédération camerounaise de football, rafraîchissant les mémoires des uns et des autres, sur le malheureux souvenir qu'a vécu le Cameroun en 2003 lors de cette compétition, a profité de convoquer l'assistance à 1 minute de silence en la mémoire de Marc-Vivien Fouet, décédé sur ce champ de bataille. L'or massif qu'accompagnait donc l'ancien joueur français Olivier Dacour, représentant la FIFA, séjournera désormais en Russie, pays hôte de la compétition. La cérémonie avait pour cadre le stade militaire ici à Yaoundé. Vous savez que le Palais des Sports, quant à lui, vivait le lancement des championnats d'Afrique de karaté. Fin de cette édition du 20h. Un rendez-vous à ne pas manquer tout à l'heure à 21h. Tout savoir sur le Gabon, politique, économique et social. Nos envoyés spéciaux reviennent du Gabon et nous proposent ce gros plan dans une édition spéciale de décryptage. Rendez-vous à ne pas manquer. Mesdames et messieurs, merci et passez un magnifique week-end avec Vision 4. Évêque de Sambilima qu'on a rencontré et qui nous livre également ici ses impressions mais davantage son émotion. La réaction, elle est indescriptible. Je voudrais dire qu'au-delà des aspects physiques qui sont bien sûr marqués par la consternation, il y a ce questionnement qui continue à nous préoccuper sur la causalité de cette mort
qui désormais devient constatable avec le corps qui est trouvé, la présence du corps trouvé. Et on se demande toujours, et c'est la problématique autour d'une mort comme celle-là. Faut-il penser à un suicide? Pourquoi? Et si c'est autre chose? Faut-il penser à un suicide et pourquoi? Dans la question justement de Monseigneur Zoa, le débat qui est ouvert au Cameroun sur les causes exactes de ce décès dans la grande famille catholique, on est opposé à la thèse de suicide. Je vous propose par exemple le texte de l'abbé Dr Alain Parfait et Niégué sur les réseaux sociaux. Il dit ceci: aujourd'hui je viens parler de l'expression « je suis dans l'eau ». Être ou tomber dans l'eau était une expression utilisée au XVIIIe siècle et cette expression renvoyait à tomber dans le lac. Au XIIe siècle, le lac, laqueur ou lacos, un trou, un étang, une fosse désignait premièrement une étendue d'eau entourée par la terre. Deuxièmement et plus tard, ce mot dérivé de lacet désignait un cordon délié, un nœud coulant, une corde servant à assujettir les animaux ou alors un piège, un embarras où il n'y a pas d'autres issues. Tomber dans l'eau signifierait donc de manière littérale et non littérale être pris dans un piège où on n'a pas d'issue. Monseigneur a donné toute sa vie pour la cause christique. Christ parlait en parabole, seuls les initiés pouvaient déchiffrer le véritable sens de ces phrases. En laissant le mot « je suis dans l'eau », tu as tout dit. Nous savons comment cela s'est déroulé. Tu as toujours parlé en énigme. Avec cette phrase, tu nous as tout dit. Nous comprenons aujourd'hui, tu t'es retrouvé dans un piège. C'est signé l'abbé Dr Alain Parfait et Niégué. Le corps sans vie de Monseigneur Bala va prendre la direction de Yaoundé sur une vitesse de croisière. À près de 13h30, l'ambulance ayant à son bord le corps de Monseigneur Bala entre par le portail de la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. La descente du corps s'effectue sous le regard très attentif du secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, mais très loin de nos caméras. Tout autour, des émotions sont intenables. À l'intérieur, la mobilisation pour le traitement du corps de Monseigneur Bala se fait ressentir. Si les réponses sur les motifs de la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala restent jusqu'ici inconnues, il n'en demeure pas moins qu'on sache ce qui va maintenant se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire l'autopsie. Après l'autopsie, donc, on remet le corps à l'église, à qui il appartient à l'église catholique, donc on va c'est eux maintenant de faire le programme. Pour nous, on a fait donc déjà notre travail qui va s'arrêter au niveau de l'autopsie. L'affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui était au début une affaire difficile à avaler, est désormais une chose très difficile à digérer. Adieu, Monseigneur. Plus difficile encore dans son village natal à Zouessel, dans la Mefou à Konom. C'est une nouvelle qu'on n'attendait pas, qu'on n'espérait pas, qu'on ne souhaitait pas. Elle est finalement arrivée, froide, troublante, frappante, bien difficile pour ces populations qui attendaient, qui espéraient beaucoup pour leur fils, surtout en cette période de village déjà frappé par la disparition d'une des leurs. Et Monseigneur Bala était justement chargé de l'organisation des obsèques de celle-là. Sur place, au-delà des larmes, les langues se délient également. Et les premiers éléments concernant des suspicions autour de cette disparition sont enregistrés à Zouessel. On pense là-bas à une mort criminelle. Nathan Amougou revient de Zouessel. C'est un coup dur pour le village Zouessel qui vit en ce moment une double tragédie. Ce trou de 2 mètres est le témoin de la douleur qui transperce la famille de l'évêque Monseigneur Bala, dont le corps a été retrouvé ce matin. D'abord, le décès de sa nièce survenu le 19 mai dernier et dont le corps reste exposé jusqu'en ce moment. Ensuite, la disparition de Monseigneur Bala et la découverte de son corps laisse sa famille sans voix. Toute la paroisse est mentionné.
nous sommes en guerre. Il y aura encore une veillée avec corps. Ma fille qui est morte là, que je vous ai montré ici. Impliquant les éléments de la police judiciaire et de la gendarmerie nationale. Une journée difficile, des témoignages à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé vous seront proposés, mais également le film de cette journée triste aussi à Zoissel, le village natal du prélat. Dans cette édition également des questions autour de la responsabilité parentale en cette journée consacrée aux parents. Les parents tiennent-ils encore les rênes de la gestion des familles face aux courants nouveaux, aux habitudes nouvelles de la jeunesse, la consommation des drogues, les jeux d'hiver, Internet et autres? La responsabilité parentale est désormais questionnée. Le journal, c'est aussi la sortie des États-Unis d'Amérique et de Donald Trump des accords de Paris sur le changement climatique, condamnation à travers le monde. Mais l'Afrique s'interroge face à cette position du plus gros pollueur, on va le dire. Que risque le continent africain? Quelles sont les attentes du continent africain? Une lecture vous sera proposée dans cette édition du 21. Mesdames, messieurs, voilà pour la vitrine du journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. C'est un Cameroun tout entier qui porte le deuil avec la confirmation de la mort de Monseigneur Bala, l'évêque de Bafia, dont le corps a été découvert dans les eaux de la Sanaga, dans une localité qui s'appelle Tchang, à quelques kilomètres du pont sur la Sanaga A et Bebda. Des journées de recherche, d'inquiétude, de questionnement. Finalement, cette découverte que personne n'espérait finalement, le corps sous forte escorte a été déposé à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé en présence des représentants de la grande famille catholique, mais également des autorités administratives. Le film de cette journée avec Maxino Tchabat. Nous assistons comme ça à l'arrivée du corps. Le mystère se dissipe et les espoirs se brisent. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala était bel et bien dans l'eau, comme indiqué dans sa dernière lettre d'adieu. Voici son corps retrouvé 3 jours après sa disparition par les éléments de l'armée marine camerounaise. Le corps a été repéré par un pêcheur à 19 km du pont au lieu dit Tchang, coincé entre les pierres et la mangrove aux environs de 8 heures du matin. La hiérarchie religieuse, conduite par le nonce apostolique Piero Piopo et la présence de nombreuses autorités camerounaises qui attendaient en dessous du pont de Bebda, vont confirmer l'identification de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Une séquence qui va s'achever par une petite prière. C'est sa fille, c'est son deuil qu'on a préparé. Celle de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est arrivée brusquement. Qu'on vient de nous dire par Dieu ici que le corps est retrouvé. Je ne sais pas. Ah bah finalement, après la mort de ma fille ici, il m'a dit qu'il devait venir enterrer sa soeur. Donc moi je l'attendais alors aujourd'hui. Et puis seulement avant-hier, on me dit au dame que mon Seigneur est perdu. Jusqu'à là, je n'ai pas dit, est-ce que je l'ai vu encore? Comment un décès qui est loin d'avoir livré ses derniers secrets. Je suis tellement surpris par cette noyade, puisque j'ai causé avec l'évêque la veille. Il m'a dit qu'il devait assister à ses funérailles et qu'il était très fatigué puisqu'il était malade depuis une semaine. On a causé à 16h30. Il m'a rappelé à 21h pour lui donner le compte rendu de la réunion familiale. On a causé et subitement, à ma grande surprise, à 11h, je reçois un coup de fil d'un numéro inconnu qui m'appelle par mon nom et qui m'annonce le décès de Monseigneur. Certains membres de sa famille voient en cette mort l'intervention d'une main criminelle. Qu'on doit vraiment arrêter, à mon avis, c'est le gardien. Le gardien doit donner des explications claires. Puisque quand j'ai causé avec le gardien, il m'a donné 3 raisons. Première raison, il n'était pas là. Deuxième raison, il a entendu la voiture sortir. Troisième raison, il a vu l'évêque lui-même au volant. C'est le gardien qui vous a... C'est le gardien qui m'a donné ces raisons. Alors là, je me demande pourquoi il n'est pas encore aux arrêts. Rendu à la chapelle d'Auvin, pour vivre l'ambiance de ce côté, c'est la prière aux défunts qui est au centre des préoccupations. Fils, Esprit qui est égal au Père et au Fils, viens dans nos cœurs. Promesse de Dieu le Père, viens dans nos cœurs. Le curé principal de la dite chapelle, en attendant le communiqué officiel du conseil épiscopal, est resté bouche cousue. Rappelons que c'est Monseigneur Bala
qui devait accompagner spirituellement sa nièce décédée il y a quelques jours. Mais le destin en a décidé autrement. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires ici à Yaoundé, les habitudes de mi-journée ont pratiquement été bousculées avec la confirmation de ce décès de Monseigneur Bala. Les prières encore un peu plus intensifiées, même si on notera dans l'attitude des uns des autres pratiquement l'incompréhensible et l'incompréhension. Maliane Bibanga. C'est d'abord le calme qui nous accueille ici à la cathédrale de Yaoundé. Un calme qui traduit la tristesse, un calme qui traduit le deuil. Les prêtres ne veulent ni être filmés, ni être pris en interview. Seule personne habilitée à parler ici, le recteur. Et ce dernier serait sorti, question de digérer certainement la douleur, car nous l'apprendons, Monseigneur Jean-Marie Bala était son parrain, son père spirituel. Et c'est après quelques minutes de négociation que le père Gabriel Ndougou décide enfin de se confier à nous. Très touché. J'ai perdu deux grands professeurs, un professeur de latin et un professeur de français. Je suis touché. Donc, c'est la vie. Nous sommes des missionnaires et nous sommes appelés à mourir. Il est 12 heures passées de 45 minutes lorsque les fidèles chrétiens venus assister à la messe du 12 heures sortent de la cathédrale. Bon nombre sont surpris par la nouvelle, celle qui confirme la mort de l'évêque de Bafia. Bon, je ne savais pas que le décès était déjà confirmé. Et c'est avec émotion que ces fidèles chrétiens engagés répondent à nos questions. Les mots nous manquent parce que nous ne savons pas comment exprimer le degré de douleur que nous ressentons. C'est très difficile à dire quelque chose parce que déjà, ce décès nous traumatise, mais on garde la foi. Pour ces chrétiens, au-delà de la douleur, ils restent convaincus qu'un évêque ne peut se suicider. Le chrétien ne croit pas à un suicide d'un évêque. C'est quelque chose d'impossible, d'inadmissible, d'inimaginable. Cet évêque ne s'est pas suicidé. Donc... Bien que le départ de Monseigneur Bala soit une grande épreuve pour l'Église catholique du Cameroun, la foi quant à elle reste plus grande. Le chrétien doit chercher son alliance avec l'Éternel. Ce n'est pas l'Église que nous recherchons, c'est l'alliance que nous recherchons avec l'Éternel. La mort d'un homme de Dieu, quelles que soient les circonstances, reste un appel de Dieu ainsi que sa volonté, car c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Une réunion du Conseil épiscopal national, la conférence épiscopale nationale est annoncée. On aura un peu plus de précision dans les prochaines minutes ou les prochaines heures. Cette conférence aboutira certainement à la publication d'un communiqué qui situera la vision, la pensée de la conférence épiscopale nationale. D'ailleurs, dans les images qu'on a présentées tout à l'heure, le président de cette conférence, Monseigneur Cléda, était bel et bien à Ebebda et même du côté de l'hôpital général de Yaoundé. Les évêques sont aussi frappés par cette disparition. C'est le cas, par exemple, de Monseigneur Christophe Zoua, qui est